Et donc la question, c'est comment nous les formons, comment nous les gardons, comment nous les attirons. Et là aussi, je pourrais répondre sur toutes vos questions avec des étapes très importantes et en particulier au 1er mars prochain, cette étape en termes d'attractivité d'avoir véritablement un visa tech maintenant très simplifié qui permettra d'attirer les talents du monde entier de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis je reviendrai dans le cadre des questions sur ce que vous souhaitez en termes de formation à tous les âges de la vie pour pouvoir avoir justement ces talents dans vos entreprises. Et puis le troisième défi pour moi, c'est qu'on invente un écosystème dont les valeurs, les modes de fonctionnement sont un peu différents. Et là aussi, je vois beaucoup de noms d'entreprises qui me sont familières. Vous n'allez pas créer les startups qu'on voulait créer il y a 15 ou 20 ans. Et vous êtes toutes et tous porteurs de valeurs qui doivent aider à changer le pays. C'est-à-dire que cet écosystème, il est aussi porteur d'une forme de responsabilité sociale, d'une conscience environnementale, d'une volonté d'inventer des modèles justement économiques qui sont en même temps des modèles éducatifs et de transformation tout entière de la société. Et donc il faut pour ça qu'on simplifie certaines règles, qu'on bouscule certaines autres, on y reviendra, qu'on change la culture collective, on a commencé à le faire, et ceux qui pensent qu'on va s'arrêter se trompent, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Et si on veut relever le défi environnemental dont on parle chaque jour, si on veut réussir à créer cette tech for good qu'évoquait Mounir il y a un instant, à laquelle je crois beaucoup, ça passera aussi par l'écosystème que vous représentez, les règles qu'on se donne collectivement et la capacité à réussir dont on vous dote. Ma dernière conviction, c'est que tout ça, on y arrivera aussi avec, dans et par l'Europe. Protéger contre la concurrence déloyale de certains grands acteurs du numérique, réussir à avoir un vrai marché européen qui permet d'aller beaucoup plus vite, plus fort, réussir à avoir des règles de protection de notre vie privée, de nos préférences collectives comme citoyens, c'est l'Europe qui nous le permettra. Et donc la réussite économique, technologique, entrepreneuriale, démocratique de ce qu'on est en train de construire, de ce que vous représentez ici dans le cœur de Paris, mais qui vaut pour la France entière et l'Europe, passe par cette ambition. Et donc c'est une ambition qui ne commence ni ne s'arrête à Paris. J'ai vu les mains qui se sont levées quand tout à l'heure le secrétaire d'État a demandé qui n'était pas parisien. Et on oublie souvent, il y a une large majorité de la French Tech qui est hors de Paris, qui est dans le territoire français. Quand on parle d'IoT, on sait très bien qu'on parle d'Angers, de Toulouse, de bien d'autres endroits. Quand on parle aujourd'hui de cybersécurité, de cybertech, on parle aussi beaucoup de la Bretagne. Quand on parle de composants, on est à Sofia, Antipolis et ailleurs, et j'en oublie énormément d'où vous venez, mais la France entière est dans cette dynamique. Et donc partout, ce sont des capacités à créer des emplois. Partout, ce sont des capacités à transformer le quotidien. Et partout, ça ne réussira que si on arrive à porter sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, une vraie ambition européenne. Je ne serai pas plus long, je vais surtout répondre à toutes vos questions. Voilà les quelques simples convictions que je voulais échanger avant d'être à vous et de répondre à toutes vos interrogations. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, donc on va tout de suite passer aux questions. Donc je rappelle très rapidement les règles. Vous levez les mains, vous posez une question en 20 secondes, s'il vous plaît, et qui se termine par un point d'interrogation. C'est très important, pas de commentaires. Voilà. Et j'en prends 2, 3 et je réponds toutes les 3 questions, par exemple, c'est ça? Ah non, je pense qu'on avait dit... Allez-y. Je pense qu'on est en mode mitraillette, en fait. On a tout, on a... Mode mitraillette. Si je compte bien, on a à peu près 36 minutes. Mode mitraillette, alors. 36 minutes de questions, donc autant de questions possibles. C'est pour ça que c'est très important que vos questions soient courtes. Alors, il y a une question ici. Monsieur, posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Franck David, le cofondateur de Classroom, l'application qui réinvente la communication entre les parents et les profs. Moi, j'ai une question à vous poser au sujet du label French Tech, du mot French dans la French Tech. Qu'est-ce que veut dire pour vous le mot French? Est-ce que c'est vraiment un atout? Aujourd'hui, nous, on est dans la tech, donc face au gros mammouth qu'est l'éducation nationale.
où c'est pas forcément toujours évident de faire de faire changer les mentalités, de les faire passer au digital. On rencontre quelques réticences parfois. Est-ce que finalement c'est un atout pour nous d'être en France, d'être French Tech, alors que nos compétiteurs, nos concurrents aux États-Unis ne rencontrent par exemple pas ces difficultés? Alors, premièrement, si vous êtes dans l'EdTech, vous m'avez dit en mode mitraillette, donc j'y vais direct. Si vous êtes dans l'EdTech, c'est un énorme atout d'être French Tech, parce que ce n'est pas simplement le marché français, c'est celui de toute la francophonie. Ça veut dire que trouver des solutions qui sont intelligentes en termes éducatifs, ce n'est pas simplement un marché de 66 millions de concitoyens, mais c'est celui de la francophonie entière. Il y a très peu de langues qui ont cette portée. Il n'y en a surtout aucune qui a ce degré de pénétration dans les 5 continents. Et donc, un des problèmes sur lesquels on reviendra souvent, c'est le marché final. Quand on parle de French Tech et qu'on a une solution éducative en français, le marché final, ça n'est pas que la France. Premier atout. Deuxième chose, on est en train de le faire bouger les choses. Alors, il y a ce que vous pouvez faire, à mon avis, ce que nous, on peut faire. Vous, il faut passer par les parents et les enfants. Il ne faut pas simplement aller frapper à la porte de l'Éducation nationale si vous êtes entrepreneur. Comme vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Mais je veux dire, qui sont les prescripteurs aujourd'hui? Les premiers prescripteurs, c'est les élèves et leurs parents. S'il y a quelque chose d'intelligent, de pertinent, de bon pour eux qui est fait, ça rentrera, ça pénétrera. Et c'est aussi pour ça qu'il nous faut collectivement être innovants et pas structurer les choses comme on a souvent structuré les processus administratifs en la matière. Et donc, aller à fond sur les parents et les élèves. Troisième chose, l'éducation nationale, elle est en train d'être bousculée. On l'a mis dans les priorités dès le primaire, le codage. Et donc de faire rentrer la partie EdTech, alors la compétence qui consiste à former nos enfants pour cela, mais ce faisant, la révolution qui consiste à dire il y a un continent qui n'est pas simplement un secteur, qui est une façon de voir le monde, de le penser, de le comprendre, et donc de rentrer les technologies de l'éducation, le numérique éducatif, les changements de méthode, d'usage d'éducation dans l'école. Et donc, dès le primaire, on est en train de changer les choses à travers les savoirs fondamentaux, la formation des maîtres et les projets pédagogiques qu'on construit. Et donc, moi, je pense qu'il faut là-dessus, on vous y aidera suite à cette question, donc je vais demander à ce que les équipes se rapprochent, mais d'une part, vous aider à avoir des discussions avec le ministère, mais c'est aussi beaucoup plus responsabiliser ce qu'on appelle les communautés pédagogiques. S'il y a une école, un rectorat qui est prêt à y aller avec vous, de montrer que ça marche et de progressivement développer. Et d'y aller aussi de manière extrêmement pragmatique. Donc, on est en train de bouger les choses dès le primaire et tout le long du collège. On est en train de changer les choses au niveau du bac, avec là aussi, dès le début du lycée, l'entrée, la pleine reconnaissance de cette filière, avec 7 options parmi les options clés, comme vous le savez, du baccalauréat. Et on est en train de les bousculer aussi sur l'orientation premier cycle. Je pourrais revenir aussi sur tout ce qu'on veut créer en formation, en compétences. On a au moins l'objectif de 10 000 formations dans le numérique qui vont s'appuyer aussi sur les EdTech à créer, parce que c'est un secteur qui est en train de se développer massivement, mais ça, j'y reviendrai sans doute un peu plus tard. Donc voilà, pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est EdTech, c'est la langue, c'est le fait qu'on a aujourd'hui des parents, des enfants qui sont ouverts à ça, et c'est le fait que l'éducation nationale, elle est en train de faire son changement culturel, et vous serez un des acteurs de ce changement culturel. Donc on va vous aider à faciliter les choses, changer des habitudes. On est aussi en train, nous, de les changer, donc on a besoin de vous. Madame, vous avez une question? Oui, pardon. Hello, I will ask my question in Sure. English. So I am a founder of a deep tech company in the space industry here in France. I've been here for 12 years. And the space industry is really going through a big revolution where the French tech that is really dominating the space is driven by the big groups, Airbus, Thales, so on. How do you make sure that these big companies are competitive now when the big space industry is being revolutionized? Look, I have a twofold approach. Vous voulez que je réponde en français? Pardon. D'accord, ok. Et donc, pour moi, il y a deux façons de... J'ai deux approches sur le sujet. Vous avez raison de dire, on fait partie des leaders dans le domaine du spatial, mais un leader qui est aujourd'hui contesté, en particulier sur les petits satellites, on le sait bien, et parce que c'est un marché qui est disrupté. Et donc, première chose, c'est la pression qu'on met sur les grands groupes et le travail qu'on fait sur les grands groupes. Et ça, c'est ce que font la ministre, justement, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la Défense et le ministre de l'Économie.
c'est tous les trois, pour réussir à bousculer cet écosystème, aller plus vite sur le nouveau format Ariane 6, aller plus vite aussi sur les nouvelles formes d'innovation, parce qu'on doit suivre plusieurs routes, et le faire au niveau français comme au niveau européen. Ça, c'est comment on bouge avec les acteurs de l'écosystème qui se sont réorganisés ces dernières années pour avoir plus d'intégration entre eux, pour créer plus d'intégration dans tous les échelons de la chaîne. Pourquoi? Pour produire plus vite, moins cher. Ça, c'est l'évolution de la forme classique de notre organisation sur le spatial. On va continuer à le faire, il faut accélérer. On sait qu'on a une période difficile jusqu'à l'entrée complète d'Ariane 6. On continue à développer Ariane 5 ME, mais c'est la priorité. Je pense qu'on doit avoir une Europe qui va beaucoup plus vite, elle-même se réorganise, se débureaucratise, parce que si les États-Unis, par exemple, se sont réveillés, c'est qu'ils ont réussi à aller beaucoup plus vite sur certains programmes. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin dans ce secteur de faire naître des nouveaux acteurs et des startups. Le modèle américain, tout le monde, moi je me souviens très bien, je n'étais pas dans cette fonction, mais il y a quelques années, quand on parlait de SpaceX, les experts du secteur disaient « ça ne marchera jamais, SpaceX ». Ils n'y arriveront pas. C'est bien le petit format, ça ne marche pas, il n'y a pas d'avenir. Et ils ont réussi. Parce qu'ils ont disrupté le secteur, ils ont disrupté la production industrielle du secteur, ils ont construit beaucoup plus vite, à moindre coût. Il y a plein de ratés, je ne dis pas qu'ils sont en train de tout réussir, mais ils sont là et maintenant ils font très peur. Et c'est start-up, équipe d'entrepreneurs, des talents et du financement fédéral américain. Parce qu'il ne faut pas se tromper derrière, SpaceX, ça n'est pas du financement privé avec des ventures, c'est des gros programmes américains, Space and Defense. Et donc, ce qu'il nous faut faire en parallèle de l'évolution des grands groupes, c'est avoir la même ambition européenne, faire monter des startups qui proposent des choses totalement alternatives, qui paraissent folles aux acteurs en place, et on y va, et on prend les tickets, on prend des risques et on finance. Et pour moi, c'est l'approche double que je veux avoir sur ce secteur. C'est ce que j'ai demandé au ministre d'instruire, faire monter les projets et me proposer, voilà, la double approche. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez qu'on chemine comme ça, c'est ça? Je pense que la madame... Oui, vous avez une question? Oui, bonsoir Monsieur le Président, je m'appelle Lorraine, je suis cofondatrice de la start-up Woomies, incubée à Station F, qui est une application pour former la colocation idéale grâce à un concept de matching par affinité. J'ai une question portant plutôt sur le recrutement de talents étrangers. Il y a déjà quelques mois, on a tenté de recruter une salariée de nationalité sud-africaine pour nous aider à développer des marchés à l'international, de nouveaux marchés à l'international. Simplement, après plus de 6 mois de démarches administratives un peu complexes, et ce, malgré l'existence et la connaissance effectivement du French Tech Visa, nous avons finalement dû abandonner nos démarches et changer notre roadmap de développement commercial. Ma question porte donc sur ce dispositif censé faciliter le recrutement de talents à l'étranger nécessaire pour notre compétitivité à l'international. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des dispositifs en cours, des aménagements destinés à favoriser, à faciliter le recrutement de ces salariés étrangers. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement. Alors, il y avait déjà eu un système qui avait été mis en place de manière ad hoc il y a plusieurs mois. Là, dans la loi, on a passé justement la simplification radicale du French Tech Visa, entrée en vigueur 1er mars prochain. Et donc, sur votre cas très précis, moi je serais preneur qui est... Là, on a fait la chose la plus simple, la plus rapide, quelle que soit l'origine, parce qu'il y avait des problèmes selon les pays. C'est pour ça que vous évoquez l'Afrique du Sud, il y avait quelques autres pays qui posaient problème. Là, on a fait en sorte qu'avec une procédure extrêmement simple, pour les besoins de développement et des compétences qui sont identifiées comme justement sous tension, on ait la possibilité de recruter de manière extrêmement simple, rapide, sans formalisme, les talents. Je le disais, on a besoin de les former, de les garder et de les attirer. Et donc, le French Tech Visa change totalement au 1er mars 2019 avec une simplification drastique. Sur le sujet technique qu'il y a derrière, pour pas qu'il y ait de loupé, je vais demander que quelqu'un vienne vous voir pour qu'on puisse tout de suite s'assurer que ça répond pleinement à la situation que vous avez connue. Mais oui, pour toutes celles et ceux qui ont ça, changement complet là. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un de vos équipes ou des équipes de Mounir Majoubi ou des miennes qui, à chaque fois que je prends un tel engagement, se glisse dans la salle pour venir voir? Absolument.
Non, parce que sinon, je me connais, parce que je vais faire des promesses et elles ne seront pas tenues. Je serais rassuré si je voyais quelqu'un. Ah voilà, je vois monsieur Cédric O. Homme de l'action. Qui arrive. Merci Cédric. Il va venir sur... Je cherche... Ah, je pense qu'il y en a un monsieur là-bas. Oui, vous. Quelle est votre question pour le président? Bonsoir Monsieur le Président, c'est un honneur de vous poser la première question. Pierre Rinaldi, un des cofondateurs de Sésame et CEO, start-up fintech basée en Lorraine, représentée par le Sion Lorrain. Monsieur le Président, en 2017, il y a eu 2,6 milliards d'euros qui ont été investis dans le capital risque dans les start-up. Comment aujourd'hui cela se fait-il qu'il y a si peu de licornes, et d'autant plus qu'il y a si peu de licornes dans l'intelligence artificielle, la deep tech, secteur dans lequel nous sommes, sachant qu'outre-Atlantique, outre-Manche et dans le reste du monde, il y a beaucoup de mouvements dans ce secteur-là? Alors, d'abord, on continue à investir, comme je le disais, et à croître, que ce soit en nombre de start-up, en montant de tickets ou en nombre de tickets. Et la croissance de l'écosystème, premier semestre 17, premier semestre 18, elle est en explosion. C'est environ 50% sur les montants et le nombre de tickets. Donc ça continue à investir. Et on est le pays le plus dynamique en termes de création et de décollage. Et progressivement, parce que c'est avec vous, c'est vous qui êtes en train de changer, de faire ces statistiques, on est en train de lever des tickets de plus en plus gros, y compris en France. Et donc c'est vrai que quand on se remet il y a 2-3 ans en arrière, on disait « Ok, on est en train de recréer des startups, il y a une dynamique, mais on a un problème de financement, on n'arrive pas à créer suffisamment de licornes. » On est en train progressivement de faire mentir cet adage. Pourquoi? Parce que l'écosystème grandit et ne migre pas. Et donc les tickets qu'on est en train de lever, semestre après semestre, sont de plus en plus gros. Alors, dans votre secteur, dans vos secteurs, il y a Deep Tech, il y a évidemment 3 éléments clés. La profondeur de financement de marché, parce qu'elle est compétente, parce qu'il y en a besoin à des moments clés de la croissance, et assez tôt. Les compétences et l'écosystème qui va avec tout ça, avoir un vrai écosystème attractif IA Deep Tech. Et on l'a en France. En tout cas, on l'a early stage. Je suis aujourd'hui pas pessimiste quand je nous compare outre-Manche. Je suis plutôt préoccupé sur votre secteur quand je nous compare États-Unis-Chine. C'est là que ça me fait peur. Alors, pour répondre à ces 3 défis par rapport à votre point. 1, je considère que sur les tickets de début, avec la BPI, avec ce qu'on a réussi à libérer de financement privé, la structuration des fonds français, on est en train d'être à la maille. Maintenant, il nous faut vraiment structurer dans les mois qui viennent le vrai VC français ou d'Europe continentale, les vrais VC, qui vont pouvoir... Il y en a déjà qui sont là et qui ont un rôle formidable sur la place, et je les ai reconnus, ils sont dans cette pièce, enfin dans ce hall. Mais pour qu'ils puissent eux-mêmes monter leurs tickets et qu'on puisse aller vraiment maintenant s'installer sur des tickets au-dessus de 100 millions d'euros, même s'il y a des tours de table qui imposent d'aller chercher des fonds américains, des fonds chinois ou autres, mais où la structuration est européenne. Premier point. Et là-dessus, je pourrais revenir s'il y a d'autres questions sur le financement. Les choses vont dans la bonne direction, il faut les accélérer. Deuxième point dans votre secteur, c'est structurer une vraie ambition intelligence artificielle Deep Tech. On l'a présentée à la fin de l'hiver dernier à Paris. Et ce n'est pas une ambition uniquement française. Je l'ai présentée pour la France, mais elle est vraiment européenne et à l'échelle mondiale. On va, nous, investir massivement dans le secteur, et si on veut vous aider à réussir, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'investir dans la recherche fondamentale et dans la formation. Parce que ce qu'on voit dans votre secteur, c'est que c'est une bataille de recherche drastique, vous le savez mieux que moi, et donc j'ai besoin d'avoir un écosystème de recherche publique d'ailleurs, et public-privé, qui soit au top. Il se trouve qu'on est très bon parce qu'on a une très bonne école de mathématiques. Mais il se trouve que le risque qu'on courait ces dernières années, c'est que les très bons partaient. On est en train, grâce à des acteurs comme vous, de les garder, mais du coup, il faut, si je puis dire, en former de plus en plus. Parce que quand on arrive à attirer d'autres acteurs de l'intelligence artificielle, y compris des grands groupes américains, qui viennent installer leur lab ou leur développement d'IA ou de Deep Tech en France, c'est le signe qu'on a un très bon écosystème. Mais ça crée une tension sur des acteurs comme vous en termes de recrutement et donc de développement. Et donc pour ce faire, nous on va investir plus d'1 milliard d'euros sur le secteur spécifiquement. On le structure dans tout le territoire avec un lead de l'INRIA avec le CNRS, mais INRIA, et qui va justement à travers tous les écosystèmes, toutes les universités partenaires et les labos de recherche fondamentale impliqués, réussir justement à renforcer encore notre recherche
en IA Deep Tech et à former davantage pour qu'il n'y ait pas de stress, si je puis dire, sur les compétences et les ressources humaines. Et puis troisième point, si on veut vous aider à réussir et à gagner face aux concurrents américains ou chinois, c'est la bataille européenne pour moi. C'est que j'ai besoin que des acteurs comme vous, ils aient un marché domestique qui ne soit pas simplement français, mais européen. La force de l'acteur d'intelligence artificielle ou de deep tech chinois, il a un marché milliardaire quand il commence. Il est souvent contrôlé par le gouvernement, si on se dit la réalité, et il va processer des choses qui seront moyennement contrôlées en termes de privacy et autres. Mais il a un énorme marché domestique. L'acteur américain, pareil. Nous, il se bat avec aujourd'hui 27 marchés. Et donc c'est toute la bataille qu'on est en train de mener pour intégrer, y compris dans votre secteur, le marché unique du digital européen, en termes à la fois de développement, de financement, de capacité à se déployer et de règles communes pour pouvoir se développer. Voilà quelques éléments de réponse. Moi, je fais un pari. C'est que si on s'y prend bien collectivement et qu'on est tous responsables, la France est un des pays de l'intelligence artificielle et du deep tech dans les 5-10 prochaines années. J'en suis sûr. Parce qu'on a absolument tout ce qui permet de réussir. En termes de compétences, en termes de secteur, en termes de croisement de technologie, il y a très peu de pays qui ont cette alchimie-là. Il y a des pays qui sont bons en tech, qui sont bons dans le hard, bons dans la tech, mais qui ne sont jamais aussi bons que nous en maths. Il y en a qui sont très bons en fondamental, mais qui n'ont pas le même écosystème. Et donc, on est au moment où ça peut vraiment réussir. C'est vous qui orientez. Jean, est-ce que vous pouvez passer les micros Tu peux passer. Merci. Oui. Ah non, pardon. J'essaie d'alterner, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce souci de diversité quand même. Désolée. Voilà. Bonjour, Audrey Sauvignet, je suis la fondatrice d'iWillShare. On crée un chatbot pour les personnes en situation de handicap. Vous avez parlé de Tech for Good. Pour fonctionner, notre service a besoin de data for good. Est-ce que vous allez organiser quelque chose pour nous aider à accéder aux données d'intérêt général qui sont compliquées à obtenir, qui sont... Merci, ça a l'air d'être un sujet commun. Alors, oui. D'abord, il y a des choses qui ont été faites il y a un peu plus de 2 ans et qui avaient été structurées par la loi, où on avait commencé à ouvrir dans certains secteurs. Et ensuite, là, les textes sont passés et seront promulgués à quelle échéance, Mounir ? Ce sont des esprits pratiques, donc il faut une date précise. Comment ? It's coming is not a date. C'est quelle date à peu près? C'est très bientôt, Monsieur le Président. Mais genre, c'est 1er décembre, 1er janvier ou 1er mars? C'est très exactement entre ces dates. Non mais parce qu'il y a 3 jeux de données. Il y a à la fois le sujet des données d'intérêt général, il y a le sujet de l'ouverture plus massive des données de santé et l'accessibilité pour le nouvel appel à projet pour les startups de santé. Donc la stratégie, elle est claire, elle est nette, c'est ouverture, accessibilité, plus de sécurité. Vous, ce sont lesquels qu'il vous faut? Non. C'est les données de l'assurance maladie ou ce sont... Alors là, on travaille notamment sur une expérimentation sur l'Île-de-France. On a créé une base de données vraiment sommaire sur l'accessibilité des centres de santé. Et on l'a fait qualifier par nos utilisateurs, mais c'est un travail de fourmi. Voilà, alors, ce qui est vrai, parce que derrière chacun de ces points, sur le plan législatif, tout ce qu'on a pu ouvrir, on l'a fait. Après, la grande difficulté derrière chacun de ces points, c'est quoi? C'est le respect de la vie privée et des données individuelles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois qu'il y ait un protocole derrière, pas au cas par cas, mais qu'on s'assure que vous garantissez que vous ne partagez pas les informations avec d'autres, que vous n'allez pas croiser des informations pour en quelque sorte créer de la valeur en croisant ces informations. Non, mais bien sûr. Mais après, il y a des sujets sur les lieux et les personnes. C'est pour ça que je vous demandais quel type d'infos. Plus c'est personnel, plus il faut l'encadrer dans un cahier des charges qui en même temps est quelque chose qui vous protège tous, qui vous protège comme personne. Parce que si je disais, on ouvre tout de suite parce que c'est super et qu'on veut créer de la valeur au maximum et très vite, ça pourrait créer un succès d'estrade aujourd'hui, mais quel est le risque demain? Que vous, comme citoyen, vous fassiez l'objet derrière ensuite de sélection du risque, parce que des gens à qui on aura ouvert la donnée pourront l'utiliser en vendant une solution en disant « moi, je sais vous dire que telle personne est plus à risque que telle autre,
parce que j'ai croisé des informations qu'on m'a données et qui étaient jusqu'alors protégées. C'est, de l'autre côté, qu'on crée des effets de rente sur des données publiques, et personne n'a envie que des données qui soient publiques, il y a des effets de rente qui se créent malgré le concitoyen contribuable, si je puis dire. Par contre, moi j'ai très envie que des solutions comme la vôtre, il se trouve qu'en plus je connais l'initiative, qui sont utiles et qui permettent d'accélérer en effet des bonnes transformations et qui sont complètement uniques, ce qu'on veut faire sur le terrain pour beaucoup de ces personnes, je veux qu'elles aillent plus vite. Donc, c'est tout le travail qu'il y a depuis plusieurs mois qui est mené par le secrétariat d'État et en interministériel. Donc moi je pense qu'il faut se dire, Mounir, pour être cohérent et crédible, que tout ça c'est réglé au 1er janvier. Comme ça c'est bon. OK? Bon, on va se balader un tout petit peu. Comme ça la pression est dans le système. Oui. Louis, je pense tu as quelqu'un à côté de toi. Oui. Allez-y, Oui. posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Adrien Chaltiel, entrepreneur. Je suis cofondateur de l'annuaire Les Pépites Tech qui édite tous les jours les startups de la French Tech. On vient de sortir un service qui s'appelle Eldorado pour les aider à se financer. Et en fait, le problématique du financement, vous en parliez un tout petit peu, c'est sur les deux extrémités, à savoir le début et la suite. La suite, la fin et le financement pour être compétitif. On parlait des investisseurs étrangers. De plus en plus, et les grandes marques de nos pépites tech ont quand même été investis par des fonds étrangers et internationaux. L'enjeu, comme vous le disiez, c'est d'avoir des fonds capables de mettre des grands tickets. Mais aussi l'autre enjeu, c'est l'autre extrémité, avec la fin de l'ISF notamment, de retrouver des investisseurs pour du capital risque early stage. Comment on pourrait faire, quand on a des investisseurs épargnants, on a beaucoup d'épargnants en France, pour ramener des capitaux vers l'investissement seed, early stage. Il y a des boîtes parfois pour se financer, elles ont besoin de que 100 000 ou 200 000 euros pour financer une preuve de concept. Quelles sont les mesures de l'État pour les attirer? Alors, je vais être simple. Hein. Vous l'avez je vais faire toute la chaîne parce que vous m'avez dit c'est dur au début et à la fin et un peu au milieu, donc de toute façon c'est dur tout le temps. Et au fond, être entrepreneur, c'est dur tout le temps. C'est vrai. C'est dur tout le temps et c'est risqué tout le temps. Et c'est pour ça que ça peut être des succès phénoménaux, c'est pour ça que c'est différent. C'est pour ça qu'il peut y avoir des retours qui sont incomparables avec ceux d'un salarié et qu'il peut y avoir en même temps des risques pris qui sont incomparables et une liberté. Enfin, on connaît ces arbitrages. Bon. Sur le tout début, il y a un acteur français qui maintenant s'est structuré ces dernières années, à qui il faut rendre hommage, c'est BPI. Et sur les premiers tickets, il joue un rôle dans tout le territoire qui est vraiment structurant, qui maintenant s'est installé et qui aide l'écosystème français de manière massive. Mais il le fait, on le sait, en co-investissement. Et donc, il faut des gens qui investissent. Alors, les business angels sont venus de plus en plus ces dernières années parce qu'il y a une génération un peu plus âgée que la vôtre, sauf leur manquer de respect, qui a investi dans l'écosystème. Mais il y en a. Et il y a... Ah oui, ils prennent des risques quand même, ceux-là, avec vous. Et sur le early stage, moi, je serais moins pessimiste parce que ça monte. Je veux dire, je ne peux pas avoir plus 50% en termes de nombre et de montant en disant on ne prend pas de risque, alors que les chiffres de 2017 étaient déjà bons. Et après, moi, je considère que la réforme, on l'a faite, c'est la réforme de l'ISF. C'est la réforme de l'ISF. Il faut qu'on sorte collectivement de cet état d'esprit aussi, où dans le secteur de l'innovation, on s'était habitué aux effets de rente. Pendant des années, on m'a dit, l'ISF, c'est vraiment une horreur. Chez nous, quand un entrepreneur réussit et qu'il investit, il est taxé. On le supprime. Simplement, l'avantage fiscal quand on avait ISF-PME, évidemment, on le supprime, puisqu'il n'y a plus la base. Et les gens disent, bah oui, alors ISF-PME, on ne l'a plus. Ben non, il n'y a plus d'impôt du tout. Donc il n'y a plus l'impôt et il n'y a plus le rabat d'impôt. C'est quand même mieux. Ce qui veut dire que tout entrepreneur, dans son entreprise, sur un capital qu'il a vendu, aujourd'hui, il a une fiscalité qui est l'une des plus concurrentielles d'Europe quand il décide d'investir dans une entreprise. Je ne vais pas vous créer des dispositifs d'incitation. On a juste simplifié la fiscalité. On a juste fait le truc que vous demandiez, c'est-à-dire enlever de la fiscalité trop lourde, de la complexité avec des rabats fiscaux ou des niches. On a dit, quiconque investit dans l'économie française, et tout particulièrement dans les startups, il n'a plus l'ISF. Il l'a plus. On l'a fait. Donc c'est vrai. Donc tous ceux qui ne veulent pas faire ça, c'est juste des gens qui ne veulent pas investir. Donc s'ils thésaurisent ou qu'ils vont investir dans l'immobilier, ils sont plus taxés. Voilà. Donc on a créé un système qui est incitatif au financement de l'early stage, simplement. C'est en train de rentrer dans les comportements, de changer les choses, mais je pense que ça accompagne ce qui va avec votre génération, ce qui va avec les changements de l'écosystème français. Je veux dire,
on m'a déjà bien attaqué pour avoir fait ça. Je rappelle comment on m'a appelé dans beaucoup d'endroits. Je ne vais pas en plus créer des avantages fiscaux pour ceux qui vont investir dans tel ou tel type d'entreprise. Il faut juste que les gens soient responsables dans la vie. Et que s'ils veulent eux-mêmes un investissement rentable, ben ils vont investir dans ce qui a un peu de risque. Et juste dans toute économie partout dans le monde, le seul endroit où il y a du rendement, c'est l'endroit où il y a du risque. Quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. C'est la réalité d'une économie, toute. Sinon, ça s'appelle une bulle et ça finit par exploser. Donc, vous êtes sur un secteur où il y a plus de risques, on a créé les conditions fiscales pour le faire, et on est hyper compétitif. J'ajoute à ça que sur les capital gains, on a mis une flat tax à 30%, qui là nous a baissé de 15 points la fiscalité pour ceux qui plus est, parfois investissaient dans vos entreprises. Une fois qu'ils avaient des gains, pouvaient avoir des fiscalités selon leur situation qui soient entre 45 et 60%. On a mis une flat tax à 30%. Donc là, je considère que sur le bloc fiscal, pour les personnes qui veulent investir, on a fait la chose la plus efficace qui soit. La plus simple, sans biais, la plus lisible à l'international. On a supprimé l'ISF sur ces réinvestissements et on a mis la flat tax. Ensuite, il faut un effet d'entraînement. Donc là, je dis les chiffres vont dans le bon sens. Il faut que ceux qui ont créé des entreprises aient envie de continuer à être des entrepreneurs, des business angels, de créer un écosystème. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous, je les reconnais, ont envie de le faire. Donc moi, je les encouragerai toujours. Il faut qu'on simplifie, qu'on leur permette d'aller plus vite quand ils investissent, qu'on leur permette de développer plus fortement cela avec ce qu'on fait sur les compétences, qu'on doit faire encore davantage en Europe et les simplifications. Et ensuite, là où on doit y arriver, et en effet on a un problème, c'est qu'il faut structurer davantage des plus gros acteurs et un marché de sortie. Là aussi, ça va dans la bonne direction, mais moi je suis comme vous, pour moi ça ne va pas assez vite. Et donc, les tickets moyens augmentent, mais pas assez vite. Moi je ne suis pas un obsessionnel de dire il faut 100% de financement français. Je pense qu'il faut essayer d'aller vers le 100% de financement européen. Je pense qu'on a des écosystèmes de financement à l'innovation qui ne travaillent pas assez ensemble. Donc je suis pour qu'on ait des VC européens qui travaillent plus ensemble et qui financent davantage des projets ensemble. Et après, je pense surtout qu'il faut qu'on ait un cœur d'investisseurs qui soit plus français-européen. Mais c'est formidable si on fait venir des Chinois, des Américains et le monde entier. Ils financent la réussite de start-up et d'un écosystème. Là-dessus, la souveraineté pour moi, elle n'est pas dans le 100% de capital français ou européen. Elle est dans garder un actionnariat à cœur, et elle est dans ce qui est dans la tête des gens, les règles qu'on se crée, la souveraineté numérique européenne et la capacité à avoir des talents qui veulent rester en Europe. C'est ça pour moi le cœur de la stratégie de souveraineté. Et donc, moi je veux qu'on développe plus de fonds, qu'on fasse grandir nos fonds français et européens, qu'on les développe davantage ensemble et qu'on accélère la solution de sortie sur un marché européen. On a un peu amélioré les choses, on n'y est pas encore. Je pense que là, on a un test dans les 12-18 mois qui viennent. Si on arrive à faire des belles et des grosses sorties, on peut recréer de la liquidité sur les marchés tech qu'il faut de plus en plus intégrer au niveau européen. On peut recréer de la compétence analyste. On peut recréer du coup de la bonne valorisation sur ces marchés. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Ce n'est pas un claquement de doigts. Ce n'est pas une décision d'un gouvernement tout seul. C'est un écosystème français-européen d'entrepreneuriat, de financement et de gouvernement qui décide de pousser tout ça ensemble. Et ça, pour moi, c'est la direction qu'on doit prendre. Je pense qu'on a une question juste là-bas. David, vous avez le micro? OK. Allez-y, posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Arnaud Legrand, le fondateur d'Energency. C'est une start-up qui fait faire des économies d'énergie aux industriels grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous savez qu'hier, le GIEC a sorti un nouveau rapport encore plus alarmant. Vous parlez de Tech for Good. Nous, aujourd'hui, on fait des technos qui aident les industriels à aller vers votre accord de Paris sur lequel vous êtes engagé. Comment vous pouvez nous donner des garanties que l'industrie va se booster vers notre techno et faire en sorte que demain, nos enfants ne diront pas les lobbies du pétrole ou d'énergie ont gagné, comme les lobbies des pesticides récemment? Alors, d'abord, je le disais tout à l'heure, pour moi, l'écosystème tech, il est essentiel pour gagner cette bataille, cette transformation. Deuxièmement, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que le lobby des pesticides a gagné. C'est faux. C'est faux ou c'est trop facile. Moi, quand j'ai été élu président, la discussion européenne, elle était pour savoir si on allait redonner 15 ans au glyphosate en Europe. C'était ça.
Il n'y avait pas de sujet. Moi, je n'avais pas pris d'engagement de campagne sur le glyphosate. C'était 15 ans sur le glypho. Parce que la France s'est battue. On a obtenu 5 ans. Et parce que derrière le monde agricole, alimentaire, les gens qui font ce que vous mangez chaque jour, il y a aussi des gens qui travaillent et qui, comme vous, doivent pivoter un business model, comme vous le dites. On ne le dit pas forcément dans le milieu agricole. Est-ce que ça avait un sens que je mette dans la loi pour tout le monde en 3 ans, je vais changer les choses? Aucun. Aucun. Sauf si je décidais de tuer l'alimentation française, parce que je ne le faisais qu'en France, et on aurait importé des choses qui venaient des autres pays européens qui ne s'étaient pas donné les mêmes règles, voire des États-Unis ou d'ailleurs, avec des contraintes qui n'étaient pas les mêmes. Donc c'était juste stupide. Donc moi, je suis pour essayer d'être volontariste et intelligent, comme vous. Donc le glyphosate, il y a trop de démagogie de part et d'autre. Les lobbies sont démagogues, et parfois les ONG l'ont été aussi dans le jusqu'au-boutisme. Donc pour moi, là-dessus, sur le glyphosate, et je vais venir à l'énergie, parce que c'est la même dynamique, ne vous inquiétez pas, mais je fais en même temps la pédagogie de l'action du gouvernement. Je défends le Premier ministre et son gouvernement, c'est normal. Je suis là aussi pour le faire devant vous, parce que j'ai besoin que vous le compreniez. Ce qui a été fait, c'est de dire, on change tout le monde. Il se trouve que ce matin, j'étais avec toutes les filières, les interprofessions agricoles. Je leur ai toutes demandé, et elles sont en train de changer les choses. Et il y en a qui sont en train de me dire, à tel endroit, moi je vais vous le faire en 2 ans, et ils sortent du glyphosate. Et ils sortent grâce à la technologie. Et je vous le dis, on fera l'annonce dans quelques jours ou quelques semaines. Moi, j'ai demandé aux équipes, dans la foulée de ça, parce que je ne lâche jamais une bataille, créons une start-up d'État qu'on va incuber, où on aura quelqu'un, une start-up, on va voir comment on l'appelle, je m'engage contre le glyphosate, où tous les agriculteurs qui sont prêts à y aller s'inscrivent, se mettent, rendent la chose lisible, créent la pression sur les autres, créent la traçabilité de leurs produits pour dire tout ce qui est fait sans glyphosate. Et donc, le numérique, l'innovation dans le numérique va m'aider à accélérer cette mutation par le changement des usages. J'en viens à la transformation énergétique et le rôle que votre secteur, vous comme acteur, vous pouvez avoir. La première des batailles, elle est sur l'efficacité énergétique. C'est la première. Et c'est la moins coûteuse. L'énergie qui pollue le moins, qui coûte le moins cher pour les entreprises comme les ménages, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et là-dessus, il n'y a aucun lobby qui nous arrêtera. Si le lobby pétrolier avait arrêté le gouvernement ou le président, ça se serait vu. Il n'y a aucun gouvernement qui a mis en place une telle trajectoire carbone, essence et de fermeture de production comme celle qu'on a faite. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui s'est engagé à fermer toutes ces centrales thermiques dans le quinquennat. Moi, je ne propose pas de les fermer dans 20 ans, c'est maintenant. Et elles seront faites avant la fin de mon quinquennat. Il n'y a aucun gouvernement qui a une telle trajectoire sur le diesel pour rapprocher diesel-essence, la contribution énergie-climat qui fait monter l'essence et qui fait monter les intrants pour les entreprises. Donc nous, en termes d'incitation des entreprises à changer de business model, on est au rendez-vous. Et justement, c'est là où vous intervenez. Si je veux que mes entreprises, que les entreprises de notre pays gardent de la compétitivité, j'ai besoin qu'elles réduisent leur consommation. Parce que je leur ai monté le coût des intrants qui sont intensifs en CO2. Et donc, c'est là où nous, ce qu'on va favoriser dans les contrats de filière avec les entreprises, dans la pédagogie qu'on va faire, et qu'on va favoriser auprès des ménages dans le cadre des plans rénovation thermique des bâtiments, les solutions intelligentes pour avoir justement de l'intelligence artificielle embarquée, de l'information sur sa consommation propre, les solutions d'efficacité énergétique, la meilleure connaissance, en quelque sorte, du client final, de ses comportements et de ses comportements d'optimisation. Et là-dessus, c'est la stratégie sur laquelle on est totalement et entièrement engagé. Et si vous aviez un doute, regardez les choses, et parfois ce qui est reproché au gouvernement. La hausse de l'essence est une des choses qu'on reproche le plus au gouvernement. Et on va accompagner les ménages qui la vivent. Mais c'est le meilleur moyen de montrer que les vaisseaux ont été brûlés en termes d'intransigeance à l'égard de certains lobbies. Voilà, donc j'y crois beaucoup dans l'exigence. Monsieur le Président, je pense qu'il nous reste uniquement une question. Prenez-en 3 et je réponds aux 3 groupés. Parce que sinon vous aurez trop de frustration. Allez-y. Je vous laisse choisir une personne de ce côté, je choisis de ce côté, comme ça. Voilà. Ça marche, Up. allez. Allez, up. 1, check. Allez. J'ai dit que 3, alors elle Allez, choisira 2. la dernière. Et Allez, choisissez la 3e, allez-y. Ah, d'accord. 3. Voilà. Alors,
Allez-y. Bonjour Monsieur le Président. Élodie Royer, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans à Laval, puisque nous avons l'honneur de rentrer dans la dynamique French Tech, toute l'île de la Réunion, donc le seul DOM, département d'outre-mer, à être entré dans la dynamique French Tech à Laval, il y a plus de 2 ans, dans la thématique santé. Ma question est de savoir, dans les projets, notamment Kat et Mounir, donc vous avez parlé de créer vraiment une dynamique, d'aller sur le terrain. Comment vous envisagez d'intégrer nos territoires qui sont un peu éloignés des centres de décision, des VCs, de Station F, bien que 3 de nos startups sont incubées à l'heure actuelle ici à Station F. Comment vous comptez intégrer nos territoires qui sont donc un peu plus éloignés dans cette nouvelle dynamique French Tech, sachant que nous sommes venus cette semaine, toute une délégation, pour présenter notre filière du numérique. Voilà, ils sont là-haut, les Réunionnais. Et nous avons organisé un Tech Forum, donc le Tech Forum Nexi, ici à Paris, pour montrer nos savoir-faire réunionnais en matière d'innovation. Deuxième question. C'était vous qui aviez désigné. Alors, c'est ici. Normalement, c'était ma sœur, mais au final, c'est moi qui vais répondre. Vous êtes bien qui débrouillé. vais poser la question. Alors, bonjour Monsieur le Président. Vous êtes sûr que c'était votre sœur, la dame à qui on avait donné le micro? Alors, c'est ma sœur, c'est bien ça. Enchantée. Bonjour. Vous confirmez? Bonjour Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous poser une question en direct. Alors, je suis Safir Nafi, et puis il y a ma sœur qui est la mienne. Aujourd'hui, on a développé une plateforme qui permet de digitaliser la prospection immobilière pour les agences immobilières. Ça s'appelle Lokiz. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le cas de figure d'une start-up qui a levé des millions d'euros. Je suis au contraire dans le cas de figure d'une start-up lambda. Je pense qu'on doit représenter 70 à 80% des start-up ici. On vit de nos propres moyens. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir lever des fonds, on a besoin d'hommes et de femmes, de compétences humaines pour pouvoir devenir une licorne par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai une problématique. Lorsque je veux recruter une personne, j'ai un ennemi. Mon premier ennemi, c'est l'URSSAF. Donc à chaque fois que je veux recruter une personne, Monsieur le Président, je me pose la question doublement. Est-ce que je peux recruter cette capacité tout en sachant que je vais payer l'URSSAF à côté qui va me coûter pratiquement son salaire? Or, c'est des compétences en moins pour mon entreprise et du coup, un emploi en moins pour une personne. Vous l'embauchez à combien? Pardon? Vous pouvez la payer combien généralement, la personne? La personne, en général, sur Paris, on est entre 45 et 70 cas. Par profil, surtout sur Paris, avec la concurrence qu'il y a. Les levées de fonds, aujourd'hui, ont faussé pratiquement le marché, vu qu'il y a beaucoup plus d'argent sur le terrain à Paris, et du coup, beaucoup plus de recrutement, que ce soit pour les ingénieurs et les business développeurs. Je suis désolé, madame, pour le temps que ça a pris. Donc aujourd'hui, mon ennemi, c'est l'URSSAF. Dernière question. Monsieur le Président, je suis ici. Il y a une autre question, juste là-bas. C'était la dernière. Ah, celui-là, 4. Ah oui. Vincent Ricordo, je suis le PDG de KissKissBankBank. Il y a quelques années, vous aviez organisé un voyage aux US à la Silicon Valley, dont j'avais la chance de faire partie. J'étais dans l'avion présidentiel à côté de 2 entreprises, une qui s'appelle MedTech et une qui s'appelle PeopleDoc. Je vois ce que vous voulez dire. Quelques années plus tard, mais vous êtes là encore. On a vendu KissKissBankBank à la Poste. Par contre, on a perdu MedTech, qui est devenu américain, et on vient de perdre aussi PeopleDoc, qui est devenu américain. Donc ma question fait suite aux questions sur le financement. Encore plus important que le financement, si on n'essaye pas de s'armer dans une logique de responsabilisation collective, à la fois des entrepreneurs, mais à la fois des boîtes du CAC 40, à garder nos entreprises françaises, malheureusement, dans un univers très concurrentiel, les patrons de start-up finiront toutes, quand elles ont beaucoup d'avance technologique, chez les Américains et chez les Chinois. Et c'est encore plus dramatique que de monter de financement. Comment fait-on pour responsabiliser tout l'écosystème et garder nos pépites en Europe et idéalement en France? Est-ce qu'il y a des grands groupes dans la salle aujourd'hui? Juste voir? Non? Ok, juste écoutez bien du coup les réponses. Vous êtes tous les grands groupes? Les grands groupes, il y en a là Il y en a un? quand même. Ok, d'accord. On the space en plus. Juste voilà, juste pour qu'on soit sûr qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter. Donc ça fait 3 questions. Bon, il y a une 4e question. Allez, j'ai compris. Sélectionné. Allez-y. Bonsoir Monsieur le Président, je suis Vital Sonovu, je vous viens du Bénin. Alors, je suis le fondateur d'Ubuntu Energy Ledger. Nous revendons du surplus d'énergie propre généré par les foyers en Afrique aux États pour les aider dans leur transition énergétique. Nous étions à Vivatech, je vous ai entendu parler. Et vous étiez aussi au Nigeria avec M. Tony Elumelu, dont je suis lauréat. Et vous avez parlé du financement des startups africaines que vous voulez attirer avec l'AFD. Alors, je vous ai écouté, je suis venu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ok. Bon, ça fait 4 questions. Il faut quand même qu'on passe aux réponses à un moment. Alors, les 4 questions. C'est bon, j'y vais? Oui. Est-ce que tout le monde se souvient des questions? Est-ce qu'il nous faut peut-être un résumé? Non? Tout va bien? Vous voulez un résumé? Est-ce que chaque personne Non, qui a... non, je sais, moi, je les ai notés. Okay. D'accord, je suis parfait. clair, vous voulez moi. Excellent. Allez, la toute dernière. Bon, allez-y. Alors, 1 et 2, j'ai compris. Non, et 6, c'est énorme. Ok. Bah, allez-y. Bonjour Monsieur le Président, je suis directrice de l'innovation chez Capgemini France, une start-up qui a 50 ans, ça existe aussi. Et qui a bien réussi. Oui, merci. Moi je voulais vous interpeller sur le sujet de la diversité. Je suis une maman de 2 filles, de 6 et 10 ans. Et mon challenge de tous les jours, c'est être ce rôle modèle, et aujourd'hui je le réussis à la maison, mais comment faire en sorte qu'elle ne soit pas finalement ce cas atypique à l'extérieur? Une maman dans la tech, il n'y en a pas beaucoup, et donc je fais un peu écho à ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis une femme dans la tech, souvent dans des salles de réunion où je suis la seule nana avec 10 mecs. J'ai pas envie de ça pour mes filles. Allez-y, pour en faire une à l'étage. Allez-y, madame. Criez. Alors, je vais répondre à ces 6 questions. Je pense qu'il y a la 3e et la 6e que je traiterai ensemble. La première, sur comment faire pour que les territoires soient pris en compte. D'abord, moi je crois à la mobilité, la circulation de l'information, et ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de recette miracle. La France est un pays archipel, vous en êtes l'illustration parfaite. Et donc c'est se déplacer souvent. Moi-même, j'irai au premier semestre 19 à La Réunion sur le sujet numérique aussi. C'est vous permettre de vous déplacer et donc d'avoir des hubs un peu partout. Et c'est d'avoir des gens qui décident, qui circulent, et c'est d'avoir de la connectivité dans les lieux qui décident. Moi, je pense dans la culture qu'on doit avoir collectivement, il ne faut pas non plus... Je fais cette incidente, mais pour moi, elle est très importante. Le numérique, votre génération, vos secteurs d'entreprise doivent complètement changer aussi cette espèce de conception un peu culturelle qu'on a du centre et de la périphérie. Le centre, c'est partout où il y a des gens qui ont des talents et qui décident. Et le tout, c'est qu'ils soient connectés avec tous les autres. Donc moi, ce que je dois au territoire, c'est qu'ils puissent avoir accès à ce centre. Et donc c'est là où je considère que c'est le plan très haut débit, c'est la fibre, c'est la connectivité. Mais après, cette conception géographique qu'on a va être bouleversée de toute façon par ça. Donc moi, je ne pense pas que vous êtes du tout une périphérie, je pense que vous êtes un centre, mais il faut avoir une culture de décision, une connectivité, des solutions de mobilité qu'on vous offre qui permettent de changer ça. Deuxième point par rapport à votre question, qui est pour moi très important, c'est que votre marché, ce n'est pas simplement la France. Et donc, c'est avoir une vraie stratégie Indo-Pacifique. Moi, je l'ai dit, je crois à ce concept, je l'ai développé à Calcutta et à Sydney. Je pense que nous, on a sous-estimé. Moi, la conception que j'ai de notre territoire ultramarin n'est pas du tout la conception classique. Je l'assume. Je crois que la France est un pays archipel. Je pense qu'il faut décentrer notre manière de penser notre territoire d'outre-mer. Et je pense que quand on est à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, on a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde, qui est le marché Indo-Pacifique. Il se trouve que la France est une puissance Indo-Pacifique. On ne le dit jamais. On a 1,5 million quasiment de nos concitoyens qui sont dans la zone Indo-Pacifique. On a 8000 soldats. On est l'une des plus grandes marines déployées dans cet espace géographique. C'est ça notre réalité. Et donc il faut l'utiliser à plein. Et donc il faut vous développer avec toute l'Afrique australe, avec l'Inde, avec le Golfe Persique, avec Australie,
et avoir une stratégie qui n'est pas simplement, en effet, à Paris ou Laval. J'imagine que c'est ce que vous avez en tête, et moi, c'est là-dessus que je veux vous aider. Et donc, je voudrais que vous ayez en quelque sorte de l'ambition et de l'appétit au carré, et plutôt moi, vous apporter des solutions pour conquérir ce marché. Je veux dire, Singapour a réussi dans ce marché. Qu'est-ce qui fait que la Réunion ne réussirait pas? Ou d'autres territoires ultramarins? Il n'y a rien qui le justifie. Rien. Et donc, il faut nous aussi qu'on change totalement nos conceptions. Moi, je ne veux pas penser Saint-Denis ou quelle que soit la ville au regard de Paris ou de Laval, mais par rapport à Sydney, Delhi, Maputo ou autre. Ça, c'est un point pour moi très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Deuxième réaction, par rapport donc au talent, à votre secteur et à comment recruter. Je ferai ma remarque en deux temps. La première, je suis obligé de vous le dire parce que vous avez eu un vrai succès collectif et donc ça c'est mon travail de changer cette perception. Votre ami, c'est l'URSSAF. Je vais vous dire, votre ami, c'est l'URSSAF parce que c'est ce qui fait qu'en France, contrairement aux États-Unis, à l'Inde ou à beaucoup d'autres pays qui peuvent être fascinants de prime abord quand on parle de levée de fonds ou autre, le jour où vous êtes malade, le jour où vous êtes au chômage, le jour où vous êtes vieux, ben c'est grâce à l'URSSAF qu'on peut vous payer et que vous payez parfois zéro dans beaucoup de ces situations. Et on oublie trop souvent de le dire. Et donc, moi, j'ai toujours été extrêmement, vous le savez, ambitieux, parfois n'hésitant pas à aller dans la provoque sur beaucoup de sujets, et je continuerai à le faire, et vous connaissez mon tempérament, et je ne céderai rien pour que notre pays réussisse, porte ce modèle. Mais moi, je n'ai aucune envie que la France devienne un pays où réussir, ça veut simplement dire il n'y a plus de droits sociaux. Ce n'est pas du tout mon ambition, ça n'a jamais été, et je n'en veux pas. Mais je veux simplement que quand on compare les choses, on compare ce qui est vraiment comparable, si on se situe dans une concurrence européenne ou internationale. Je le disais tout à l'heure à certains de vos collègues, ils me disaient moi je compare à un chercheur qui est à Harvard et qui est embauché à un chercheur français. C'est vrai qu'on les paye beaucoup moins bien. On est malgré tout en train de créer des chaires d'excellence, on est en train de changer beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs. Mais l'école est gratuite et d'excellence dans notre pays. Mais les soins, ils sont gratuits dans notre pays, pour le même. Mais il aura un système de retraite, il aura des garanties le jour où ça va mal. Et de l'autre côté, il n'y a pas ça. Et donc, il faut aussi qu'on regarde ce qu'est la vie dans un pays, pour chacun d'entre nous. C'est un salaire et un coût de la vie. Et un coût de la vie, c'est aussi financer les risques du quotidien. Et si on oublie à chaque fois ça, c'est pas juste. Donc, je dis juste ça par rapport au reste. Il faut toujours le garder en tête quand vous vous dites c'est plus difficile, ou j'ai vraiment ce boulet au pied. Oui, mais vous offrez à votre salarié quelque chose qu'il faut valoriser quand vous voulez l'embaucher. Deuxièmement, on a une stratégie, on l'a votée, de baisse de cotisations sociales salariales et patronales. Elle a été votée, elle va se délivrer, donc elle va permettre de répondre à une partie de ces sujets. De baisse de, j'allais dire corporate tax, d'impôt sur les sociétés, qui là aussi va aller dans le sens et va permettre de vous aider. Et puis troisième point, c'est le parallèle. Moi, je veux que l'URSSAF soit votre ami, et donc je veux aussi qu'on change la culture administrative. Parce qu'une fois que je vous ai dit ça, il est vrai que la culture administrative a trop souvent été une culture un peu punitive. Une culture qui, pour des acteurs comme vous, qui prennent des risques, qui n'ont pas forcément le temps, était tout de suite « je parle à quelqu'un qui fraude à dessein ». Et là, vous pouvez avoir la perception que vous avez évoquée quand vous parliez de l'URSSAF. C'est pour ça que, dans mes engagements de campagne, il y avait ce fameux droit à l'erreur. On a porté la loi au Parlement. Il y a eu un énorme travail du gouvernement, des parlementaires que je veux ici saluer, et elle a été promulguée cet été. Alors les choses sont en train de changer, mais maintenant, et on va faire un petit kit pour que ce soit vraiment explicable pour tout le monde, à la première erreur, vous n'êtes pas sanctionné. C'est-à-dire, quand l'URSSAF arrive chez vous, elle ne va plus arriver pour vous dire « vous devez payer », puis vous n'avez pas payé, et donc je vais vous mettre tant de pénalités, et là, les bras vous en tombent, mais pour dire « attendez, vous n'êtes pas en règle, je vais vous conseiller et vous accompagner ». Vous laissez le temps de vous adapter et vous permettre, dans les premières années de la vie de l'entreprise, de grandir et de marquer cette adaptation. On s'est beaucoup inspiré de ce que faisaient d'autres pays très compétitifs pour les startups et les PME. Ils ont d'autres systèmes de droit et le niveau est moins élevé, mais ils sont beaucoup plus accompagnants pour les startups. Par exemple, je pense à l'Angleterre. Et ça, on est en train de le changer. Je sais qu'il y a beaucoup de nos administrations qui sont présentes et elles sont elles-mêmes très innovantes parce qu'elles vous accompagnent, parce qu'elles sont dans des projets justement où elles sont intégrées en quelque sorte
des écosystèmes d'innovation. On va le faire de plus en plus, mais on est aussi en train de changer la culture de notre administration. Et au fond, nos fonctionnaires en ont envie. Parce que leur envie, c'est que le pays réussisse. Et ils veulent pouvoir attraper les vrais fraudeurs, et ils veulent pouvoir aider les autres à se mettre dans une situation qui est plus confortable pour tout le monde, parce que, je veux dire, vous voulez simplement être en règle avec une fiscalité compétitive. Et moi aussi, c'est ce que je veux pour vous. Donc voilà, les choses sont en train de changer. Il y a la réalité des faits, il y a tout ce qu'on doit regarder, et il y a la culture administrative qui est en train de changer. Et sur la diversité, je ne peux pas être en désaccord avec vous, j'ai fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. On a pris beaucoup d'engagements, j'ai promulgué il y a quelques semaines la loi portée par Muriel Pénicaud et plusieurs de ses collègues. On en a beaucoup parlé pour la formation et l'apprentissage, mais dans cette loi, il y avait le dispositif qui, enfin, est contraignant sur l'égalité salariale femmes-hommes. C'est-à-dire que ce n'est plus une obligation formelle, c'est une obligation, mais tout le monde doit se mettre en régularité dans les 3 ans, sinon, il y aura un problème. Ça, c'est pour l'égalité salariale, et ça va être une révolution. Une révolution. Et vous allez voir, les choses sont en train de changer. Deuxièmement, on a mis ce sujet égalité femmes-hommes dans ce qu'on appelle le dialogue social, branche par branche, pour justement que dans la promotion, dans l'entreprise, parce que ce n'est pas une loi, ce n'est pas le président tout seul qui peut changer ça. C'est un changement culturel et c'est un changement de tous les acteurs dans l'entreprise et dans ce qui fait la production d'un pays. Et donc, il faut que ça soit dans le dialogue social de l'entreprise ou de la branche. Il faut que, quand on parle de ce qui fait l'entreprise, on parle du sujet de la diversité, d'égalité femmes-hommes. C'est indispensable. Et ça, on l'a mis dedans, et les partenaires sociaux ont envie de le faire. Les représentants des syndicats comme du patronat ont envie de le faire, de le porter et d'y aller. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, et donc c'est pour ça que je souhaite vraiment pouvoir aboutir là-dessus avec vous. Et puis, troisième chose, il faut porter des modèles. Vous disiez, je suis fatigué de devoirs pour mes filles, etc. Mais il ne va pas falloir arrêter. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, je l'ai fait dans le champ politique. Qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé aux femmes de s'engager et de dire, montrer que c'est possible. Le groupe majorité présidentielle à l'Assemblée, il est paritaire. L'Assemblée, je crois, avant mon élection, elle était à 17% de femmes. Le groupe majoritaire à l'Assemblée, le groupe qui a été élu avec les couleurs que je représentais, il était paritaire. Donc c'est possible quand les femmes s'engagent et qu'on désinhibe quelque chose. Et donc, c'est des tas de choses à désarticuler. Il y a ce qu'on peut faire par la loi, l'égalité salariale. Il y a ce qu'on doit faire dans le dialogue social et les entreprises. C'est ce contrat qu'on est en train de négocier et ces changements. Il y a ce que les femmes peuvent et doivent faire dans la société en quelque part désinhibant, parce qu'il y a un plafond de verre dans la tête. Vous êtes une battante, ça se voit, mais il y a beaucoup de femmes dans notre société qui se disent « c'est pas fait pour moi ». Il y a ce qu'on va casser de plafond de verre dans l'éducation, en permettant justement, par l'orientation, par l'accompagnement, dans les différentes orientations scolaires, de dire « attendez, c'est pas vrai que le numérique, la tech, ou même la chaudronnerie ou autre, c'est pas une profession faite pour les femmes ». C'est faux. Si on ne fait pas ça dès l'orientation, on a des schémas qui se reproduisent totalement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. L'orientation est faite de telle manière dans notre pays, dans le secondaire et au sortir du bac, qu'il y a un surdéterminisme en fonction du genre et de l'origine sociale. Et donc ça, il faut le casser. Et ça, on a pris les dispositions pour le faire. Et derrière, il faut des histoires à raconter. Et moi, je vais continuer à les promouvoir. Et donc voilà, c'est une guerre de mouvement qui suppose la mobilisation de toute la société, de vous, de celles et ceux qui font la transformation sociale, du législateur, de votre serviteur. Et on le fera tous ensemble. Mais je me suis fixé cet objectif. Donc on va y arriver. Ensuite, je finirai sur l'Europe et je vais être sur l'Afrique. Ce qu'on veut faire avec l'Agence française de développement, c'est exactement ce qu'on a fait et réussi avec la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire identifier les projets, les aider par du financement early stage. C'est ce qu'on est en train de développer, avec d'ailleurs un engagement. On a pris une initiative, vous le savez, qui est Africa Digital, et qui permet justement, en lien avec beaucoup de gouvernements, le gouvernement nigérian, rwandais se sont impliqués, en lien avec des écosystèmes de financement africains, de financer beaucoup plus les startups, de mettre des tickets. Donc ça, on est en train de le faire partout en Afrique,
avec des hubs régionaux. Ensuite, c'est permettre à toutes les startups qui veulent venir en France, et vous êtes là aujourd'hui, d'avoir accès aux solutions de financement, aux financeurs et aux startups qui ont un intérêt dans l'accès au marché africain et qui cherchent des partenaires dans ce marché. Et donc là, c'est des opportunités de rencontre, mais nous, on a d'ores et déjà créé Digital Africa, et donc cette plateforme du digital en Afrique. On a mis des financements Agence française de développement et on a été chercher des cofinancements de nombreux gouvernements et de business angels africains et européens pour aller dans cette direction, et c'est ça qu'on va continuer à accélérer. Avec un objectif, le marché, il est au moins régional, voire mondial. Je finirai enfin sur les deux dernières questions qui sont, à mes yeux, liées sur l'Europe. Les grands groupes, comment on se développe, notre responsabilité collective et l'Europe. Oui, si on veut y arriver, il n'y a que l'Europe qui permet d'aller dans ce sens, vous l'avez dit. On peut réussir avec votre génération, et même celles et ceux qui ont commencé un peu avant vous, si on donne accès à un vrai marché européen, si on a commencé à le faire avec le RGPD, une vraie protection des données européennes, et si on a un vrai antitrust européen dans tous les aspects du terme. C'est la stratégie européenne, vous le savez, que je pousse depuis le début. C'est-à-dire d'avoir un marché unique et souverain du numérique. Ce n'est pas simplement pour moi Single Digital Market, c'est Single Sovereign Digital Market. Et ça, c'est une bataille fondamentale. Parce que c'est un changement de logiciel en Europe. C'est de dire, si on veut que vous réussissiez, votre marché domestique ne peut pas être que français. Il doit être tout de suite européen. Donc, on enlève les barrières. Si je veux que vous réussissiez par rapport à d'autres qui sont entrés dans votre modèle, et si je veux que vous réussissiez démocratiquement, j'ai besoin qu'on ait des règles européennes en matière de respect des droits individuels, de choix collectifs, qui ne sont pas la loi du plus fort et du géant américain, ni les règles chinoises. On a commencé avec le RGPD, il faut aller plus loin. Et j'ai besoin, en effet, d'avoir un dispositif antitrust plus fort. Ça a commencé, il y a un travail formidable qui a été fait par la Commission européenne. On tape toujours sur la Commission européenne. Mais la commissaire Vestager a été extraordinairement courageuse et elle a fait des cas extrêmement importants dans le numérique pour, justement, démanteler des situations abusives. Je suis favorable à ce qu'on aille plus loin et dans le cadre de la campagne des européennes, je ferai des propositions très fortes en ce sens. De niveau, mais aussi entre les différents secteurs et pour démanteler des effets de concentration qui sont intersectoriels et intrasectoriels. C'est la clé si on veut pouvoir choisir notre avenir. Sinon, dans trop de secteurs, j'aurai le choix entre un acteur chinois ou un acteur américain. Donc oui, je crois dans l'Europe et une possibilité justement souveraine d'y arriver. Maintenant, pour aller jusqu'au bout, il y a l'Europe, une stratégie européenne, une ambition européenne qu'on devra porter dans les prochains mois pour les élections européennes, parce qu'il y a aujourd'hui soit l'indifférence des uns qui disent ça n'a pas d'importance, ce n'est pas un sujet européen, qu'est-ce que vous allez embêter les gens avec ça? Or, c'est la vie du quotidien, vous êtes bien placés pour le savoir. Soit ceux qui sont prétendument libéraux, mais qui sont devenus ultra-libéraux et qui disent si on aime le marché, il ne faut pas de règles, que le meilleur gagne, et ce n'est pas vrai. Parce que la clé, ce qui nous a fait, c'est que le meilleur, ce n'est pas le plus gros. Et aujourd'hui, c'est le plus gros qui gagne. Et ce n'est pas ça le marché, ce n'est pas ça la règle des libertés, ce n'est pas ça l'équilibre des libertés, des droits et devoirs qui sont nos valeurs. Et ce n'est pas ça le bon fonctionnement d'un marché. Maintenant, il faut deux autres dernières choses à notre niveau pour réussir, et je conclurai là-dessus, pour répondre à ce qui était la troisième question en plus de l'Europe. Il faut de la responsabilité collective. C'est-à-dire, il faut que j'en demande à quelques-uns, c'est les grands groupes présents, et il faut que j'en demande à vous. Et moi, je continuerai à en faire. Ce qui est à demander aux grands groupes, c'est de commencer ce que plusieurs grands groupes, et j'imagine que ce sont ceux dans la salle, ont commencé à faire. C'est ce qui a été fait par La Poste, par le Crédit Mutuel, par quelques autres qui ont acheté des beaux acteurs du secteur ces dernières années. C'est de changer de logiciel par rapport aux start-up, aux PME, aux plus petits. Le modèle français, il était jusqu'à présent basé sur un dogme. L'innovation, elle est dans les grands groupes. Ce qui n'est pas inventé dans le grand groupe n'a pas beaucoup de valeur. Et le grand groupe doit être compétitif et il ajuste sur le petit. Et au fond, le petit, c'est un fournisseur de commodities. Et donc, la start-up
mais au fond la PME et tous les autres, il apportait quelque chose sur lequel je devais mettre de la pression. Il n'avait pas vocation à s'internationaliser. Je le payais tard, il ne faisait pas d'innovation et tout se passait bien. Ça a été le modèle français des 30 Glorieuses, il faut bien le dire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit un CAC 40, c'est-à-dire une structure économique reposant sur des grands groupes qu'ont très peu d'autres pays européens. Dans une économie de la vitesse, de l'innovation, de la compétence, on est tous morts avec ce système. Parce que l'innovation, elle vient la plupart du temps hors du grand groupe, parce qu'il se trouve que quand on est entrepreneur, innovateur, manager, on a plus faim et on a un instinct de chasseur qui est souvent plus développé que le manager, qui est un cadre avec des formations de cadre. C'est la réalité, je dirais, quasiment anthropologique. Parce que quand je regarde ceux qui ont réussi dans ce secteur, ils sont payés de manière très rapprochée par les grands groupes. Parfois, ils sont prépayés pour les garder, pour garder les talents, l'innovation. Et donc, si on veut réussir dans l'économie qui s'ouvre, les grands groupes doivent complètement changer de logiciel et se dire, on a un avantage compétitif aujourd'hui, on peut être balayé. C'est mieux d'ailleurs pour le pays si on est balayé par une start-up française que par un géant chinois ou américain, je vous le dis franchement, en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne l'économie du pays. Et donc, je dois l'aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et à croître beaucoup plus vite. Et donc, le logiciel des grands groupes, ça doit être de multiplier des partenariats de recherche, des partenariats commerciaux, de baisser les délais de paiement et d'avoir des stratégies d'acquisition et développement du maximum de start-up de l'écosystème français. C'est la clé. La clé. Alors, on va renforcer les règles sur les délais de paiement. On l'avait déjà fait, mais je vois bien que là, ça ne marche pas encore suffisamment. Et surtout, moi, je veux accompagner tous ceux qui ont commencé ça. Il y en a qui l'ont fait magnifiquement. Vous avez été racheté par La Poste, vous le disiez. Qui, il y a 5 ans, aurait imaginé que La Poste était un des grands acteurs qui va au CES et qui emmène 20 startups? C'est le cas. Parce que La Poste, ils ont un moment réalisé qu'ils pouvaient mourir. Parce que la digitalisation, on envoie moins de courriers. Ils se sont dit, oh là là, il faut tout changer. Et on a une marque forte, les gens ont confiance en nous, on a des gens formidables qui sont des grands pros, mais on doit aller chercher l'innovation chez d'autres pour nous aider à changer le modèle. C'est très intelligent. Moi, j'ai toujours accompagné les postiers pour ça. Et donc, c'est possible. Et tous les grands groupes doivent être là-dedans. Et je finirai là-dessus. J'ai besoin de votre responsabilité. Vous avez une conscience entrepreneuriale, une ambition, une conscience environnementale, parce que nul n'est entrepreneur aujourd'hui sans l'avoir, ce n'est pas possible. Vous avez cette volonté de faire, mais il faut avoir une conscience citoyenne qui va avec, et jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, depuis des années longues, elles sont toujours battues pour rester indépendants, ou français, ou européens. Il y a une chose que je ne pourrais jamais faire, c'est de dire, je vais à la place d'un entrepreneur choisir qui vend son entreprise à un Français ou un Américain, lui dire peut-être continue à te battre 5 ans, 10 ans pour encore la faire grandir et ne vend pas tout de suite pour maximiser l'argent. Chacun a ses choix individuels, ses vies, je l'entends bien. Chacun a le droit de profiter de ce qu'il a fait à un moment de sa vie pour peut-être passer à autre chose, pouvoir investir tout l'argent qu'il a gagné. Je sais une chose, c'est que le système, il implosera de l'absence de responsabilité citoyenne. Je sais qu'une chose, c'est que le système, il a besoin d'ambition, mais il implosera si cette ambition, elle se double d'un cynisme. Si au fond, les gens disent, il y a un pays, il est bien pour élever mes enfants, il est bien pour aller se faire soigner ou soigner mes parents quand il y a un problème, j'y retournerai quand je serai vieux, mais ce pays, je n'ai pas envie que ma boîte s'y développe. Je préfère aller ailleurs, je gagnerai beaucoup plus de cash pendant le cycle de vie où je suis bien, et tout ira bien et je reviens après, et j'optimise entre les pays selon cycle de vie. Ça vole un temps, ça. Mais il y a un moment donné, tout implose. Tout implose. Et donc, moi, je crois dans l'ambition. Je crois dans l'absence de limites fixées aux ambitions personnelles. Je l'ai toujours dit, quel que soit le secteur, qu'il soit économique, académique, familial, personnel, mais je ne crois pas dans le cynisme. Et donc, je crois dans l'esprit de responsabilité de ceux qui ont de l'ambition. On n'est pas leader dans le monde d'aujourd'hui si on n'a pas cet esprit de responsabilité.
Et leader, ce n'est pas une question de taille d'entreprise ou autre. C'est-à-dire qu'on peut être leader à deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas inspirant, on ne construit pas quelque chose, on ne peut pas transformer le monde à son échelle si ce qu'on fait n'est pas réplicable à une échelle plus large. Or, le cynisme, ce n'est pas réplicable à une échelle plus large. Or, l'idée de dire la citoyenneté, c'est l'affaire des autres, ce n'est pas réplicable à une échelle plus large. Et donc, je conclurai sur ce point. Je sais qu'il y avait d'autres questions, mais je sais que je suis déjà largement au-delà, parce qu'il ne restait qu'une question et j'en ai pris 6. Mais je finirai là-dessus. Moi, je mènerai tous les combats, tous, pour qu'on soit les leaders dans tous les secteurs où on peut l'être, au niveau français et européen. Je continuerai à bousculer toutes les habitudes, comme depuis le premier jour. Pour certains, vous m'avez croisé, parce que j'y crois, parce que je pense que c'est bon pour vous, je pense que c'est bon pour notre société, pour notre pays, parce que je pense qu'ainsi on peut le changer et faire de la France une vraie puissance économique, sociale, environnementale du XXIe siècle. Mais je ne peux pas le faire si vous ne considérez pas à chaque instant que vous avez un peu de ça aussi à faire avec moi. Un peu. Et vous avez une part. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je vous laisse Mounir Majoubi qui reprendra toutes les questions individuelles. Et les demandes particulières ont été prises. Et les engagements datés seront tenus puisqu'ils ont été pris devant témoins. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.